Mais de bien connaître d'où on vient, ça nous permet de mieux comprendre où on s'en va. Je pense que pour les jeunes, le B.A.-ba, le fer de lance, c'est une formation sur l'histoire des groupes populaires et de l'action communautaire autonome. La mission du Centre de formation populaire, c'est de soutenir les organismes communautaires dans leurs interventions, leurs pratiques et leurs approches. Donc, les années 70, c'est un peu un moment où les gens ont commencé à se dire on a droit au chapitre, on a droit de parler, on a droit de revendiquer. On veut avoir des écoles secondaires, on veut des écoles, on veut avoir des espaces publics qui nous ressemblent, des parcs, des piscines, des bibliothèques. Donc, il y a tout ça qui fait partie d'une espèce d'émergence. Ça a été beaucoup suscité par les comités de citoyens. C'est l'effervescence non seulement des groupes citoyens, mais tous les groupes d'éducation populaire et qui ont forgé le mouvement communautaire et son approche de transformation sociale. Le mouvement communautaire se structure dans les années 80, donc il y a des regroupements qui se mettent sur pied et on commence à revendiquer du financement de manière plus formelle auprès du gouvernement. En même temps, l'État met en place différents ministères. Donc, il va y avoir, en regard des différents ministères, des organismes qui vont se créer dans les années 80. Fin des années 70, début des années 80, les organismes vont se créer, il va déjà avoir des associations de locataires, des comités logements, donc qui vont pouvoir intervenir directement auprès de l'État face au ministère de l'Habitation. En santé, ça va être la même chose. Dans tous les grands ministères, finalement, il va y avoir des vis-à-vis communautaires qui vont se créer. On va se donner une structure démocratique qui pourra laisser place aux revendications de tout un chacun, mais en tenant compte du nous tous, c'est-à-dire ce que moi je veux. Est-ce que toi, tu es d'accord avec? Puis est-ce que nous sommes d'accord? Et est-ce que cette proposition-là tient la route face aux populations avec lesquelles on veut travailler? On commence à parler de déficit zéro. Ça, c'est quelque chose qui fait écho beaucoup dans la population, ces concepts-là. Donc, on parle aussi de régionalisation. Donc, même les services sociaux se régionalisent. Et il y a d'autres regroupements qui naissent à ce moment-là. Et on fait de plus en plus de partenariats avec le gouvernement. Donc, on est de plus en plus reconnus. On utilise de plus en plus nos services. On reconnaît l'importance qu'on a auprès de la population. Mais ça peut, et on le verra par la suite, ça a aussi l'effet pervers d'instrumentaliser les groupes communautaires. Donc ça, c'est le gros effet pervers qui s'exacerbe un peu plus tard là, dans l'histoire. Si on parle de citoyenneté aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un peu le CFP derrière ces réflexions-là, par l'Université populaire d'été, par un colloque qui s'appelle Droit de cité, qu'on a fait avec la Ligue des droits et libertés, le Centre Saint-Pierre et d'autres. On a assisté à la fin du mur de Berlin dans cette période-là, et il y a eu une espèce de crise, et là le terme citoyenneté a jailli. Mais le terme citoyenneté avec une connotation politique et non pas simplement des papiers d'identité ou un passeport, des machins comme ça. Intervenir dans la cité, intervenir sur le terrain. Ça, c'est important et c'est à ce moment-là, je pense que le mouvement communautaire a pris un réel essor en termes d'interlocuteurs auprès de l'État. C'est le document qui va le plus loin au niveau planétaire, je pèse mes mots, pour reconnaître le mouvement associatif, les groupes populaires autonomes, les groupes d'action communautaire autonomes, c'est ce qui va le plus loin. Je vous rappelle juste que quand on a accepté la politique de reconnaissance, ça a été voté à 66% pour, 33% contre. Et après, comme par magie, dans les années qui ont suivi, les 33% dissidents ont été les plus ardents défenseurs de la politique de reconnaissance. Donc, il y avait ce morceau-là, qui n'était pas toujours celui qu'on attendait, mais en même temps, c'était une première reconnaissance. C'est le résultat de beaucoup d'années de négociations entre le mouvement communautaire et le gouvernement. Donc, c'est une politique qui a été construite ensemble, conjointement entre le mouvement communautaire et le gouvernement. C'est pas quelque chose qui nous est imposé par le gouvernement. Maintenant, après, ça va être tout un défi de mettre cette politique-là en œuvre et en action dans une reconnaissance plus concrète. Quand on parle d'autonomie, les gens disent « Comment vous pouvez dire que vous êtes autonome dans la mesure où vous êtes financé par l'État? » Bien, on est autonome dans la mesure où le financement que l'on reçoit, il nous permet de financer notre mission avec nos activités et les objectifs que nous nous donnons nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment l'autonomie.
Donc autant on continue de revendiquer, le financement c'est toujours un cheval de bataille infini, mais la privatisation, donc la présence des fondations privées dans le financement des groupes est de plus en plus présente. Et ça, ben, ça crée justement une déresponsabilisation. En fait, ça se fait conjointement avec une déresponsabilisation de l'État par rapport à ses responsabilités sociales vers les groupes communautaires. Donc, l'État prend de moins en moins ses responsabilités en termes de politique sociale et donne aux groupes communautaires la responsabilité d'assumer ces responsabilités. Les liens qu'on a faits avec le mouvement étudiant en 2012 sont extrêmement importants. Je pense que là, c'était comme, je reculais 30 ans en arrière, où il y avait cette sensation-là qu'il fallait que les mouvements sociaux s'arriment autour de positions communes. Et ça, j'ai rarement vu ça autant qu'à ce moment-là, dans les dernières années, au mouvement étudiant. Pour moi, il y a un problème actuellement, c'est qu'il y a des grands mouvements sociaux. On peut parler au mouvement des femmes, mouvement d'expression populaire, mouvement d'action communautaire autonome, les syndicats, le mouvement environnemental, mais il n'y a pas vraiment de part d'accueil pour tous ces organismes-là et tous ces bateaux-là qui sont énormes. Mais on aimerait ça que les gros bateaux se retrouvent dans un même bassin éventuellement pour jouer une game importante, pour jouer une game politique et pour jouer sur une question qui est incontournable à l'heure actuelle d'environnement. Et ça, il ne faut pas se leurrer, mais si moi je veux bien vivre encore dans 20 ans, si mes flots veulent espérer avoir quelque chose dans 20 ans, puis si les petits-enfants de nos flots veulent espérer quelque chose, il faut se battre là-dessus. C'est vraiment la période de projection. Hein? Il y a des poètes québécois qui parlaient de projection libérante. Bien là, il va falloir se projeter pour voir un peu comment, à 3500 organismes d'action communautaire autonome, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres mouvements sociaux. Donc, pour moi, ce qui s'en vient, c'est comment on va faire des liens entre les différents mouvements sociaux, comment on va passer outre au corporatisme, comment on va pouvoir discuter de choses qui nous touchent, qui nous toucheront, puis qui vont éventuellement toucher pas mal de monde sur la Terre.